Donc bonjour et bienvenue sur le podcast pour le futur. On va traiter le sujet du décolonialisme et on reçoit pour ça Salomé et Clyde. Bonjour. 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 C'est quoi un stéréotype de genre? Comment dépasser une action? Comment prendre la parole quand on est invisibilisé? Est-ce que je suis privilégiée? Comment je me déconstruis? Comment faire face à l'angoisse? C'est quoi un biais raciste? Qu'est-ce que le patriarcat? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'amie? Pourquoi s'engager? Est-ce que toutes les luttes sont liées? Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Salomé, tu veux commencer? Oui, je veux bien commencer. Alors, je m'appelle Salomé, je suis dans le collectif décolonial, de féministes décoloniales Bambaritfa. Et donc, nous, notre but, c'est de lutter contre les oppressions de genre et de race. Mais on fait aussi un travail de vulgarisation, donc c'est totalement ce qu'on va faire pendant cette heure et demie, c'est-à-dire de simplifier toute la théorie antiraciste et féministe qui existe, enfin pas tout parce que bon voilà quoi, mais tout ce qu'on peut pour que la lutte décoloniale soit accessible au plus de monde possible. Trop bien. Et Clyde, tu veux te présenter? Alors moi je m'appelle Clyde, en fait je suis chargé de communication de l'association Dreams, qui est une asso à vocation internationale qui a des antennes à la fois en France et en Afrique. Et en fait nous on n'est pas exactement positionné sur les luttes décoloniales, mais en fait elles entrecoupent en fait nos missions. Parce que nous donc en Afrique en fait on s'occupe des personnes qui sont LGBTQI, donc africaines, et lorsqu'elles sont dans un pays en fait qui est homophobe, on met en place un système en fait d'émigration intra-africaine pour que ça se fasse en fait sur le terrain. Et lorsqu'elles sont forcées à l'exil dans un pays européen, notamment par exemple la France, on met en sorte en fait des procédures qui leur permettent une intégration avec guillemets beaucoup plus fluide en fait. Donc c'est un accompagnement avec des pairs, voilà. C'est génial, ok. Merci beaucoup de vous être présenté. Et du coup, on va peut-être commencer par définir les termes parce qu'on va utiliser des termes tout du long du podcast et peut-être les définir au début, ça pourrait être bien. Donc, est-ce que c'est possible de définir de manière la plus simple possible les mots colonialisme et racisme? Du coup, nous, c'est exactement ce qu'on fait. Passe notre temps à faire des définitions. Donc, je vais essayer. Je suis pas la spécialiste des définitions, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc, d'abord, le colonialisme, c'est le fait d'installer des colons, de coloniser une terre qui n'est pas la nôtre, en allant y imposer une culture, une religion, enfin une domination économique, politique et culturelle. Et en fait, cette colonisation, dans l'histoire de la France, elle se fait à une époque où on a justement cette volonté de civiliser des populations qu'on trouve pas civilisées et apporter la religion, la vraie religion chrétienne, par l'évangélisation. Sauf que il existe comme une petite dissonance cognitive parce que normalement, la religion chrétienne, elle nous apprend pas ça. La religion chrétienne nous apprend l'amour, elle nous apprend la tolérance, elle nous apprend le respect de l'autre. Et donc du coup, pour justifier la colonisation, on invente le racisme, c'est-à-dire la différence biologique de race dans l'espèce humaine avec hiérarchie. Donc avec tout en haut le blanc, donc c'est ce qu'on appelle de la suprématie blanche, et tout en bas les personnes noires, mais avec évidemment des degrés entre les blancs et des degrés entre les personnes racisées. Voilà. Le racisme, pour moi, c'est simplement en fait une construction donc sociale qui se fait en strates. Il y a le préjudice, la discrimination et le racisme en lui-même qui est un système, donc, comme elle l'a dit Salomé. Donc en fait, une définition morphologique qui n'est basée sur rien, mais qui est mise en place en fait pour justifier une annexion de terre et une exploitation en fait d'autres personnes comme étant en fait des outils. Et on s'arroge en fait le droit de l'instruire et de le lever en fait à un stade en supposant en fait qu'il est inférieur à nous, quoi. Voilà. Du coup, le racisme, c'est un peu l'argument qui a été trouvé pour justifier la colonisation. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu des débats. Par exemple, les Portugais, ils ont débattu pour savoir si les Indiens d'Amérique avaient une âme. Donc, c'est pas quelque chose, parce que souvent, on entend maintenant des gens qui nous disent le racisme, c'est quelque chose de presque biologique, c'est-à-dire les gens qui ne se ressemblent pas ne s'aiment pas. Alors que non, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit politiquement et socialement. Et oui, et puis en parlant d'âme, moi ça me fait penser, par exemple, en Europe, les gens oublient souvent qu'il y a aussi eu des débats pour savoir si les enfants avaient des âmes ou pas, en fait. Donc ça rentre dans tous ces systèmes en fait qui sont mis en place pour exploiter les gens, et puis on justifie et on y va en fait. Voilà.
Et du coup, la question qui suit, on a quand même commencé à y répondre, et c'est quand même un peu triste de la poser en 2025, mais existe-t-il une base scientifique qui justifie l'existence des races qu'on a créées, ou est-ce que c'est une construction sociale? Bah, il y a autant de bases scientifiques qu'à toutes les bêtises qu'on a inventées pour être homophobe, transphobe, raciste. Enfin, moi, quand j'ai lu la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens pas nazis qui se posent la question? J'étais très étonnée. C'est-à-dire que pour moi, genre, la biologie de la race, c'était vraiment quelque chose qui n'était plus débattu. Mais justement parce que c'est un des fondements de l'antiracisme et même de l'universalisme bébête. On est tous les mêmes, on a tous le sang rouge, bref. Donc à la base, moi je me disais c'est fini, il y a plus ces débats quoi. Et du coup je ne vais pas expliquer parce qu'il n'y a plus ces débats, ça n'existe plus. Mais en fait, ça a été basé sur un choix arbitraire le plus apparent, donc la couleur de peau. Mais scientifiquement, en fait, ça n'a pas de fondement. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prête aux gens des caractéristiques, en fait, intellectuelles ou physiques en fonction de ce qu'on voit. Mais tout ça, c'est surtout pour nourrir, en fait, les idéaux politiques qu'on a derrière, donc qui sont aussi liés à des objectifs, en fait, d'annexion, etc. C'est lié, en fait. Voilà. Et si du coup, c'est pas du tout une construction biologique, c'est une construction sociale, et Tout à fait. on l'utilise toujours dans la société actuelle, et comment ça se manifeste du coup maintenant? Du coup, la croyance en une réalité biologique a construit une race sociale. Et donc, du coup, nous, les militants et militantes antiracistes et décoloniales, on utilise le terme de race sociale justement parce que cette croyance en des races biologiques, on construit des races sociales sur des motifs arbitraires, effectivement. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que quand même, dans la majorité, en tout cas moi, de ce que je fréquente, je sens quand même un switch, en fait, une bascule de l'ancienne croyance de ce que c'était en fait basé sur quelque chose de scientifique. Je pense que les gens ont compris que c'est faux, voilà, et que maintenant on est vraiment dans l'ère en fait, notamment avec les social studies et les sciences humaines et sociales, sur le côté en fait construction sociale. Et donc là on casse un peu tout. C'est un peu ce qui se trouve aussi quand on parle de féminisme, etc. Tout ça, voilà, la femme, la façon dont on la voit, il y a aussi un côté construction sociale aussi dedans, quoi. Maintenant, c'est vrai que la question justement de la culture, de la société, elle est aussi instrumentalisée par l'extrême droite. Par exemple, vous entendrez très souvent Némésis dire que les immigrés n'ont pas la même culture et donc qu'ils ne peuvent pas venir chez nous. Mais en fait, il n'y a rien dans ce qu'elle mentionne de la culture qui peut être compris comme de la culture. Tout doit être compris comme de la race, mais sauf que le terme ne peut plus exister en fait. Donc il faut aussi faire attention à ces instrumentalisations de ce terme. Némésis, que tu peux expliquer? Oui, pardon. Donc Némésis, c'est des féministes, nous on dit plutôt fémonationalistes, c'est-à-dire des féministes d'extrême droite, donc qui sont contre les violences sexuelles et sexistes, à condition qu'elles soient commises par des hommes racisés, ou alors immigrés, plus largement, mais surtout racisés. Après, elles instrumentalisent aussi des violences sexistes et sexuelles commises au sein de la gauche et chez les personnes juives. Et en plus, elles défendent pas du tout les femmes parce que quand on propose, pour régler le problème des violences sexistes et sexuelles, de renvoyer les gens chez eux, on renvoie aussi des femmes, on renvoie aussi des enfants. Et elles sont contre le port du hijab pour les femmes qui le désirent. Donc en fait, elles s'en fichent complètement des femmes. On va être honnête, elles sont juste racistes. Et ce qui est drôle, notamment dans ce que dit Salomé, c'est qu'on voit bien en fait que les violences, notamment qui sont faites aux femmes, elles ne s'embarrassent pas en fait de l'origine ethnique, de la culture, etc. Et même pas non plus en fait de la classe sociale. Ça traverse tout ça en fait. Donc du coup, pour revenir sur la question de la race sociale et la race biologique, en fait, il n'y a aucune race biologique, ça a été prouvé maintenant. Par contre, le fait que cette théorie ait existé pendant très longtemps dans les croyances de tout le monde, ça a construit une race sociale actuellement, et c'est ça contre laquelle on essaie de lutter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Après, il y a eu vraiment beaucoup de théories des races. Enfin, il y a eu ces premières théories sur les Indiens d'Amérique. Après, il y a eu des théories sur les Irlandais, qui étaient considérés au 19e siècle comme les nègres d'Europe avec des guillemets autant qu'il en faut. Il y a eu ensuite les nazis qui sont arrivés avec leur hiérarchie de l'arien jusque tout en bas, le juif et le noir. Donc, il y en a eu des tas, en fait, des races sociales. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de société, parce qu'une race ne peut pas être transposée d'une société à une autre et d'une époque à une autre. C'est-à-dire aujourd'hui, les Irlandais en France ne sont pas racisés. Voilà. Pourtant, au 19e siècle, en Grande-Bretagne, il l'était.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est social, qui ne peut pas être transporté d'une époque à une autre et d'un pays à un autre. Et c'est tout à fait vrai, mais malheureusement, en fait, il reste quand même une imprégnation de ces théories-là dans l'imaginaire collectif. Donc, même si les gens, en fait, sont conscients que la race est une construction sociale, ils doivent quand même lutter avec une tension en eux, avec ce qu'ils ont hérité, en fait. Parce qu'il y a tout un travail, notamment par rapport à l'impérialisme culturel, entre guillemets, qui fait que, on est amené à penser que ça reste vrai, des fois. De toute façon, la déconstruction de la race biologique n'a pas déconstruit le racisme, enfin n'a pas annulé le racisme. C'était juste une petite pierre à l'édifice, un travail qui a été beaucoup fait notamment pendant les conférences de Nuremberg, donc après le nazisme, où on s'est dit bon, on arrête peut-être avec cette histoire des races, peut-être les gars, calmez-vous, et on a fait justement cette déconstruction de la race parce que c'était trop choquant en fait, ce qu'on avait fait à cause de cette histoire du racisme et de l'antisémitisme, c'était trop choquant ce qu'on avait fait, donc des scientifiques se sont dit bon, là peut-être on arrête, mais ça n'a pas arrêté le racisme, ça n'a pas arrêté l'antisémitisme en fait. Parce que du coup, on a des biais en nous qui ont été créés par tout notre passé et c'est sur cela donc on doit lutter, c'est ça ? Tout à fait. Et du coup, comment on peut se libérer de ce concept de race sociale ? Est-ce que c'est justement en pointant du doigt cette différence ? Parce que ça peut paraître paradoxal des fois d'utiliser le terme race, de parler de personnes racisées pour pointer du doigt cette différence alors qu'on veut la faire disparaître en soi. Donc comment on peut lutter ? C'est là que nous, on se sépare des antiracistes et qu'on est des coloniaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas une approche morale et individualiste du racisme. Moi, quand j'entends dire déconstruire des biais et tout, c'est très bien de déconstruire des biais, mais le racisme, c'est avant tout un système. Donc même si on a déconstruit tous les biais qu'on veut, et moi, je ne peux pas dire « Ah, j'ai déconstruit tous mes biais sur la race ». C'est pas vrai. J'ai encore d'immenses biais racistes. Et en fait, c'est pas forcément ça qui va déterminer l'avenir du racisme en France. C'est vraiment un système. Et donc, j'ai perdu la question, je ne sais plus du tout où j'en suis. Du coup, comment on se libère de... Ah oui, d'accord, oui. Et en vrai, genre, pour se libérer de la race sociale, il faudrait abolir le racisme. Donc, ça me paraît... c'est un objectif intéressant, mais c'est pas forcément... moi, me libérer de la race sociale, c'est pas forcément ce à quoi je pense en me levant le matin. J'ai des objectifs beaucoup plus pragmatiques dans la lutte pour déconstruire pierre par pierre l'État, le système raciste, quoi. Moi, de mon point de vue, en fait, moi, je compte beaucoup sur la culture, en fait, et sur la responsabilité individuelle des gens. Parce qu'il y a deux choses. Je pense que le racisme en tant que système, c'est une chose. Donc, les gouvernements peuvent mettre en place des procédures, en fait, qui protègent, en fait, les personnes racisées. Parce que vraiment, raciser, le sens de raciser, c'est celui qui subit, en fait, ce système de racisme. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que les lois et les décrets vont à la même vitesse, en fait, que la population. Donc, il faudrait, selon moi, qu'il y ait donc la loi, la culture, et certainement aussi quelque chose de l'ordre, en fait, d'un travail sur le trauma commun qu'on a, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que moi, je pense qu'il y a une responsabilité individuelle de faire un effort, de sortir de ses propres biais, parce qu'on en a tous, en fait. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui restent arc-boutés dessus, parce que ça les conforte, en fait. Aux gens aussi de se bouger un peu. Voilà. En vrai, moi je comprends ce discours, mais en France, par exemple, on a eu SOS Racisme, qui a été une association qui s'est beaucoup basée justement sur la responsabilité individuelle à déconstruire ces biais racistes. Et finalement, on a un combat qui est extrêmement libéral, et on finit avec des gens qui sont quasiment nos ennemis politiques. Parce qu'ils ne réfléchissent qu'en tant qu'individu, qu'en tant que « Ah ouais, est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux faire ça ?» et tout. Alors que c'est vraiment un système. Même si je comprends effectivement que déconstruire ces biais racistes individuellement soit quelque chose d'important, mais même comment on fait. Par exemple, quand on va en cours d'histoire géo et qu'on nous fait la carte des pays en développement, pays développés, pays sous-développés, on nous dit pas pourquoi les pays sont sous-développés. Et la responsabilité individuelle, elle est difficile, alors que là, le système éducatif devrait nous dire il y a eu le colonialisme, il y a eu ça, il y a eu ici. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je voulais revenir après, mais voilà quoi. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait qu'il n'y avait que l'initiative individuelle. Hein. J'ai bien parlé des lois, des décrets, de la culture et du traumatisme commun. Donc, mais je pense quand même qu'il y a un effort à faire. Ensuite, par rapport à l'exemple que tu as donné en fait d'SOS Racisme, moi je pense que les gens devraient beaucoup fonctionner aussi par délégation. Il y a des domaines
ce que j'entends par délégation, c'est la délégation intellectuelle en fait. Il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas expert. Par exemple, ce qui est de l'ordre du panafricanisme, bon, ça c'est un autre sujet. Je pense que c'est quelque chose qui est important, notamment pour les pays subsahariens. S'il y a des gens qui sont compétents dans cette matière, moi je n'ai pas fait d'études dedans, par délégation, je leur fais confiance jusqu'à preuve du contraire, en fait. C'est de cet effort-là dont je parle, en fait. Et c'est de baser sur des preuves scientifiques pour avoir un argumentaire en béton, déjà pour soi-même. Donc, ça casse, en fait, ce qu'on pense. Et ensuite, pour permettre aussi de répondre aux gens en face de nous qui ont des pensées opposées ou qui sont néfastes, en fait. Et du coup, on a beaucoup parlé de colonialisme, etc. Est-ce qu'on peut se pencher un petit peu plus justement sur ça ? Est-ce que déjà on peut définir exactement la colonisation et les impacts qu'a la colonisation tant sur les pays colonisés que sur les sociétés colonisatrices elles-mêmes? Est-ce qu'on peut en parler de ça plus précisément? Je te laisse la parole. J'ai besoin de réfléchir. C'est un vaste sujet, la colonisation, parce que moi, je ne sais même pas si mon pays d'origine en est déjà sorti de la colonisation. Je pense que non, parce que jusqu'à présent, nous avons des présidents qui sont fantoches. Hein. Donc, le Gabon, c'est une ancienne colonie française, dans les termes. Mais jusqu'à présent, en fait, les liens restent toujours hyper étroits. Il y a des cultures qui ont complètement été évacuées. Juste un exemple par rapport aux langues, en fait, maternelles. Moi, je suis là, je parle français. Mais ma langue maternelle, j'ai des difficultés à la parler. Pourquoi ? Parce que lorsque les colons, ils étaient au Gabon, en fait, la génération de mes parents et de mes grands-parents avait l'interdiction de parler leur langue maternelle. Il y a eu un système de résistance, en fait, parce que dans les villages, en fait, il est parlé, puis dans les nouvelles villes aussi. Donc, mes grands-parents et mes parents le parlent. Mais sauf que c'est un travail, en fait, qui rentre tellement dans l'intellect des gens, quand on leur fait croire, en fait, que leur culture de base, leur cosmogonie, leur langue, etc., en fait, c'est peanuts comparé au français et la grande histoire de France. Donc nous, quand on était à l'école primaire, au collège, au lycée, on avait honte de parler nos langues. Et si on les parlait, on nous mettait au piquet, au coin. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. Après, il y a tout ce qui concerne, en fait, des accords économiques qui sont complètement asymétriques. En fait, voilà, ça va dans tous les sens. Et après, il y a aussi des types de colonisation en fonction des anciens empires. Par exemple, on voit en Afrique subsaharienne que les anciennes colonies françaises et britanniques ne sont pas nécessairement faites au même niveau d'émancipation, en fait. L'ingérence, en fait, est plus grande du côté, en fait, de la France plutôt que de la Grande-Bretagne, par exemple, notamment. Voilà. La colonisation, ça a commencé autour de quel siècle? Parce que du coup, on ne peut pas dire qu'elle est terminée, mais elle a commencé autour de quel siècle? Vers la Renaissance, pour la France en tout cas. Et moi, c'est plutôt du point de vue de la France que je pourrais parler. Je suis née à Haïti, mais j'ai été adoptée par des parents français. Et par exemple, ça, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que la capacité d'aller chercher des enfants, de les déraciner pour les amener dans la grande France, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'autre sens. Et en France, moi, je dirais qu'on a aussi... on est plutôt avantagé par la colonisation, clairement. Mais j'ai une camarade qui disait quelque chose d'assez intéressant, qui disait qu'en fait, on a tellement refoulé l'histoire de la colonisation qu'il y a des Français qui sont presque stupides sur leur propre histoire et profondément ignorants. Donc évidemment, c'est rien comparé au fait de ne pas avoir un pays indépendant, de ne pas être indépendant économiquement, politiquement, c'est rien. Mais parfois, on a des interactions avec des gens, on a l'impression de parler à un enfant de 8 ans. Mais parce que c'est quelque chose que ces gens auraient dû apprendre au collège, qu'on ne leur a pas appris, et qui se retrouvent vraiment dans une ignorance crasse de leur propre histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que même au-delà du sujet, en fait, de la colonisation, en fait, l'Europe a maintenant les travers, en fait, des pièces qu'elle a mis en place pour devenir un grand empire, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez discuter avec un Européen ou un Français, il ne saura par exemple pas que l'Europe, de façon scientifique, si on donnait les définitions géographiques, ce n'est pas un continent. Les gens en général vont dire l'Afrique c'est un pays. Non, mais l'Afrique c'est un continent. Mais l'Europe n'est pas un continent en fait. Géographiquement, la vraie définition.
Et ensuite, quand on arrive, nous, ici, par exemple, en tant qu'étudiants étrangers, on se rend compte, en fait, que une des choses qui nourrit, en fait, la crispation et la cristallisation autour, en fait, du discours, de l'immigration, etc., et du fait aussi que les personnes d'origine étrangère aient du mal, en première instance, en fait, à avoir une intégration fluide, c'est parce que moi, j'arrive, je viens du Gabon, c'est une ancienne colonie française, le français ne sait pas ce qu'est le Gabon, il ne sait pas me placer le Gabon sur une carte. On n'en parle pas. Le cas. On ne parle pas de la colonisation ou alors des bienfaits de la colonisation. Oui, et moi, j'ai une amie, par exemple, qui m'avait dit, oui, mais c'est votre histoire. Mais non, c'est une histoire commune, en fait. C'est comme une double hélice. Et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. Donc, à partir du moment où ce ne sera pas intégré dans les cursus scolaires, qu'il n'y aura pas des débats ouverts et vraiment nets, à cœur ouvert et honnête dessus, en fait, on ne pourra pas penser, en fait, si on peut les penser, hein, déjà. Voilà. Ben, c'est super marrant ce que tu dis, parce que nous, le mois dernier, donc le mois de février, avec Bambaritfa, on a organisé le mois des histoires coloniales, donc pour se décoloniser. Février, pour se décoloniser. Voilà. On a fait de la com, bien sûr. Et en fait, le but, c'était justement de se reconnecter avec cette histoire qu'on considère être la nôtre, autant en tant que personne française que en tant que personne potentiellement des anciennes colonies, etc. Et en fait, la première action qu'on a faite, c'est de rechercher les drapeaux de tous les peuples qui ont été colonisés par la France, de les imprimer, de les coller sur un mur. Et en les cherchant déjà, on trouvait des trucs qu'on savait même pas ce que c'était. Moi, je regardais des drapeaux, je dis mais c'est quoi ça ? C'est d'où ça vient en fait ? Et en fait, après on les a collés sur le mur au Mirail, et il y avait tout de suite des gens qui s'arrêtaient, qui prenaient des photos, des gens qui reconnaissaient leurs drapeaux, et qui du coup s'abonnaient à notre compte, venaient nous poser des questions, etc. Et en fait, on s'est rendu compte déjà le Mirail, il y a beaucoup de gens de beaucoup de cultures différentes au Mirail, ce qu'on voit, mais ce dont on parle peu finalement. Et vraiment, il y a vraiment eu ce moment où on s'est dit, ah oui, on est quand même dans cet oubli français, même nous en tant que féministes décoloniales, quoi. Il y en avait combien des drapeaux Alors, en tout, je crois qu'il y en avait 52, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a des drapeaux... Enfin, on en a collé 52, mais il y a des drapeaux qui sont les mêmes parce que c'est différents endroits de... Enfin, c'est un peu compliqué, mais parce que nous, en fait, c'est très difficile aussi de faire la différence entre le peuple tel qu'il se considérait et le peuple tel que nous, on l'a étiqueté en disant bon, maintenant vous êtes ça. Et du coup, c'est très compliqué parce que même les drapeaux, on ne savait pas quel drapeau mettre parce qu'il y a des drapeaux qui ont... Enfin, il y a des pays qui ont des drapeaux et il y en a d'autres, c'est notre drapeau. Donc, c'est très compliqué de faire la différence. Parce que du coup, les pays colonisés, donc déjà, comment ils ont été choisis ? Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas été colonisés, des pays qui l'ont été. Comment ils ont été choisis ? Et du coup, pareil, ils ont mis des nouvelles frontières, ils ont décidé de créer des pays. Comment ça s'est passé exactement ? Tout à fait. En général, ça s'est fait par rapport en fait aux ressources qu'il y avait, à l'accès à ces ressources-là. Et puis, les frontières ont été faites de façon arbitraire en fait, en fonction des intérêts donc des colonisateurs. Ce qui fait que, à la fin de la colonisation, donc il y a des pays qui sont des entités où il y a plein d'altérités comme ça. Je veux par exemple prendre moi le cas de mon pays, encore une fois, hein, le Gabon. Donc nous, on a 49 langues au Gabon. Oui, on a 49 langues, et sauf que ces 49 langues, en fait, constituaient des royaumes. Mais en fait, quand la France a fait son partage, elle n'a pas pris en compte, en fait, là, voilà. Elle s'est dit, ça se ressemble, Exactement. on va mettre en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, moi, je trouve, en fait, des gens qui parlent, donc, ma langue maternelle, le Yipunu, en Angola ou au Congo, alors qu'on faisait partie tous du Royaume Congo. Il y a des gens, en fait, qui parlent le Fan, qui sont, donc, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, alors qu'ils faisaient partie du Royaume Fan. Et le problème, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que la colonisation a eu un autre effet un peu pervers, c'est-à-dire, en même temps que les colons partent officiellement, mais qui gardent quand même leur mainmise, il y a quand même un sentiment d'appartenance qui se crée avec les États-nations. C'est-à-dire que les pays colonisés, en fait, ils commencent à oublier qu'ils étaient avant d'autres sortes, en fait,
de frontières. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, le Faon du Gabon, même s'il sait en fait que de base, son histoire est plutôt reliée à celle du Faon de Guinée équatoriale et aussi du Cameroun, ben, il va d'abord se sentir Faon du Gabon, gabonais. Donc ça crée en fait aussi d'autres problèmes par ailleurs qui sont de jointure, quoi. Et c'est là où c'est intéressant maintenant de faire intervenir le panafricanisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, le panafricanisme, en fait, ce serait de mettre en place un mouvement politique et un système qui permettrait à l'Afrique, en fait, d'arriver à une indépendance avec une cohésion globale, un partage de ressources, en fait, et un respect mutuel, en fait, de tous les pays. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Donc ça serait redéfinir les frontières, Exactement. les drapeaux, les langues, Voilà. etc. en prenant en compte à chaque Imaginez un peu une Union européenne, mais un peu plus sain avec le côté Ubuntu. C'est une sorte de résistance au Voilà. néocolonialisme. C'est quoi. ça, c'est surtout ça. C'est un vrai mouvement politique, en fait. Ok. Et du coup, le colonialisme actuellement n'est pas terminé, même si officiellement ils sont partis, etc. Il y a encore une grosse hiérarchie, il y a des structures de pouvoir encore entre les pays colonisés et la France, encore actuellement. Ah oui. Oui, Bah, il y a ce qu'on appelle du néocolonialisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins abandonné la mission civilisatrice, évangéliste, parce que c'est un peu démodé, on va dire. En tout cas, dans les autres pays. Mais il y a quand même une mission civilisatrice qui se fait sur les personnes racisées en France. Comment est-ce qu'on va leur retirer leur religion? Comment est-ce qu'on va leur faire accepter notre langue, nos cultures, nos coutumes, etc. Ou pas d'ailleurs, juste comment on va leur retirer leur culture à eux. Mais dans les autres pays, c'est plutôt un rapport directement néocolonial, c'est-à-dire directement capitaliste. Quelles sont encore les ressources qu'on va pouvoir exploiter dans ces pays, quoi. Voilà. Et puis vous le voyez aussi à la façon dont les représentants politiques, lorsqu'ils se déplacent en fait dans les anciennes colonies, comment ils se comportent en fait avec voilà. Moi j'ai Voilà. les passages de Macron. Mais c'est ça. Alors moi j'avais regardé, en plus c'est très drôle parce que j'avais regardé OSS 117 2 jours après et je me suis dit oh putain, C'est marrant, ça ressemble. c'est pas la ressemblance, C'est ça. c'est identique. C'est ça. C'est identique. On le voit en fait au mépris, en fait, la façon dont ils s'adressent à nos politiques, même s'ils sont incompétents, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même, par respect pour le peuple et à la fonction, et juste au fait de ne pas créer aussi d'incidents diplomatiques, en fait, de parler aux gens de façon correcte, quoi. Mais quand Macron traite d'autres présidents de cons, il leur dit « Viens là », comme s'il parlait à un enfant de 4 ans, ça veut dire qu'il se sent dans une telle relation, en fait, asymétrique, qu'il ne craint rien, en fait. Donc voilà. C'est dommage, mais c'est un peu ça. Mais ça pose aussi la question, en fait, de jusqu'à quel point nous, en fait, les représentants politiques qu'on a et les leaders, en fait, politiques de partis politiques, donc qui auraient pu mener le peuple, jusqu'à quel point, en fait, ils ont pu s'opposer à ça et les moyens qu'ils avaient. Donc, pourquoi ça perdure, en fait, alors que dans d'autres régions, non, en fait. Donc, il y a ça, même si on peut prendre quand même en compte que d'un point de vue militaire, il y a d'autres intérêts stratégiques, il y a des oligarchies qui se mettent en place en continuité, en fait, de ce qui se faisait d'un point de vue traditionnel, donc qui n'ont pas les intérêts du peuple en place. Mais on peut quand même être une oligarchie, faire de la gabegie et quand même respecter son peuple. Donc, il y a aussi une question qui se pose par rapport à pourquoi les anciennes colonies aussi continuent d'être dans cette position. Il y a aussi des dynamiques de classe. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la bourgeoisie africaine se sentira peut-être plus liée à la bourgeoisie française qu'au peuple des pays qui sont africains aussi. On voit ça à la bourgeoisie dans beaucoup de pays qui ont été colonisés, qui viennent étudier en France, qui du coup après ne reconnaissent plus forcément les intérêts de leur peuple, mais plus les intérêts d'une bourgeoisie de leur pays ou de la France, quoi. Mais il y a ça, comme tu le dis, mais moi je pense qu'au-delà de ça aussi, il y a des tares que le colon nous a laissés. Il y a une forme d'idée de j'accède à une autre classe, je deviens un transfuge, donc je quitte en fait ce qui faisait honte que le colon a mis en place chez moi. Voilà, donc je les laisse en fait. Et donc, du coup, le colonialisme qu'il y a eu pendant des siècles et qui ne s'est toujours pas arrêté, comment il se manifeste actuellement en France sur les personnes racisées, évidemment, mais aussi sur la société en général, d'un point de vue politique, économique ou culturel?
Bah justement, moi je disais que pour moi, il y a vraiment des démarches néocoloniales en France en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mission civilisatrice des Blancs sur les personnes racisées. Et notamment, on le voit sur les personnes musulmanes avec un fort... j'ai perdu le mot. Une forte islamophobie. Qui est vraiment le relent d'une mission civilisatrice. Après, au-delà de ça, il y a toujours le système raciste, quoi, qui fait que les personnes racisées vont moins accéder aux ressources, aller plus en prison, moins avoir de travail, moins avoir de logement, se retrouver plus à la rue, etc. etc. quoi. Et puis, il y a un côté aussi qui est l'ordre du soft power. Par exemple, sous couvert de greenwashing ou de pinkwashing, etc., le colonialisme, en fait, se met en place en dictant comment un pays doit se comporter à l'égard de la France pour avoir, par exemple, accès à telle subvention, à telle chose, etc. Tout ça, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, en fait, certaines structures dont je ne vais pas donner le nom, comme l'Alliance française, mais qui font partie, par exemple, du rayonnement culturel de la France, et en fait, qui mettent en place des événements qui perpétuent, en fait, une certaine idée de la grande France, en fait. C'est-à-dire, on va, par exemple, proposer au Gabon des événements culturels qui sont censés mettre en lien des artistes français et des artistes gabonais, mais il y aura toujours derrière ce petit côté en fait que pour que votre art à vous ait une valeur ou que vos productions artistiques aient une valeur, il faut qu'elles soient adoubées par l'ancien en fait empire qui vous a colonisé. Il y a de ça un peu aussi. Et on le trouve aussi au niveau... Il y a vraiment une hiérarchie de la culture. Oui, il y a une hiérarchie de la culture, une hiérarchie des savoirs. Ça, c'est quelque chose qui me tue. Vous allez avoir 2 universitaires qui ont le même parcours, qui font des travaux qui sont à peu près identiques. On ne va pas croire, en fait, l'autochtone qui a produit sa recherche tant qu'il n'y aura pas un équivalent caucasien qui aura dit la même chose. On est encore à ce stade. Voilà. Et puis, franchement, des universitaires autochtones, faut aller les chercher. Hein. Moi, je suis en cinéma, par exemple, je n'ai jamais vu un prof racisé. Même vaguement un doctorant qui donnerait un TD, je n'en ai jamais vu. Et maintenant, en fait, ça change un peu dans le sens où, par exemple, je sais qu'en épigénétique, il y a des matières beaucoup plus propices à ça. Voilà, effectivement. Voilà. En épigénétique, donc il y a beaucoup plus de chances et ce sont souvent maintenant des doctorants qui sont obligés, par exemple, de faire leurs études post-doc, par exemple, en Allemagne ou aux États-Unis. Ils ont la double nationalité et là, en fait, on leur accorde en fait le crédit de scientifique. Mais il y a beaucoup de choses à déconstruire quand même. Et puis, il y a le fait d'être aussi constamment sous des films, en fait, par exemple, français, des documentaires français, etc. Donc, on a des autochtones qui, souvent, vont mieux connaître la France que leur propre pays. Et du coup, il y a toujours cette idée qui est un peu très fantasmée que l'ailleurs, le colonisateur, c'est mieux, etc. Il faut que j'y aille. Voilà, ça reste quand même encore... tenace. C'est très dur de rompre les liens avec la suprématie blanche, en fait, tout simplement. Dur. Et tout nous le rappelle, en fait. C'est très, très dur. Et d'autant plus quand... Non, je pense qu'il y a un fantasme quand on n'y est pas, mais quand on y est et qu'on voit que ce fantasme n'est pas réel, ça reste dur de rompre les liens avec la suprématie blanche. Moi, j'ai une anecdote qui m'a toujours choqué. Ça fait 21 ans que je suis en France. Je suis arrivé en tant qu'étudiant en fin 2003. Et du coup, au bout de 21 ans, moi, j'ai toujours l'accent gabonais quand même en fond. Et j'ai quand même des potes qui me disent « Mais toi, depuis 20 ans, tu as toujours l'accent, tu peux pas parler comme un Français. » Enfin, il y a ce truc, mais pourquoi on n'exige pas ça des Français qui sont au Gabon? Non. Et on n'exige pas ça de gens qui viendraient d'autres pays. Voilà. On ne demande pas à un Anglais de perdre son accent. On n'a jamais demandé à Monica Bellucci de parler correctement. Et pourtant, c'est... Excusez-moi. Elle est bien, l'exemple, il est bien. C'est même sexy, en plus, voilà. Ouais. Non, et puis, il y a aussi des
des disparités dans la façon dont on traite des situations qui sont similaires. Par exemple, quand on vient en France, on va beaucoup parler en fait de communautarisation, de ghetto, etc. Mais allez voir les expats. Des gens ont dit expat, on ne dit pas immigrés. Hein. Les Français qui sont là-bas, on dit expat, c'est autre chose. Ils vivent dans des quartiers huppés, entre eux, avec piscine, ils fréquentent personne. On peut passer des documents. France 2 a déjà fait des documentaires dessus. Et quand je discute, moi, avec des amis, je pense qu'ils sont déconstruits. Donc, je parle d'amis français qui sont blancs. Ah, on ne savait pas. Et puis, 2 jours plus tard. Et puis, par choix. Les expats, c'est par choix. Alors que beaucoup d'immigrés qui se retrouvent dans ce qu'on pourrait clairement appeler des ghettos, c'est parce que c'est des espèces d'immeubles qu'on leur a construits en 2-2 pour qu'ils puissent travailler dans les usines, construire la France. Et ensuite, une fois qu'ils sont dedans, on dit ils sont dans le communautarisme. Mais je pense que la plupart des gens voudraient avoir un logement décent, avec des immeubles qui ne s'écroulent pas, un wifi qui circule, des vraies canalisations. Donc c'est un faux procès, vraiment. Le vrai communautarisme qu'on peut trouver, c'est vraiment chez les expats, pour le coup. Non, c'est vraiment ça. Et puis, ça va même encore plus loin, en fait. Par exemple, pour les personnes qui ont la double nationalité, moi, j'ai un ami donc, qui travaille pour une très, très grande compagnie française, donc, du type pétrole, etc. Il a la double nationalité, hein, donc il est français. Il va au Gabon en tant qu'expat, comme ses collègues français qui sont blancs. Et bien, en fait, dans le contrat qu'on lui fait signer, dans les avantages, il n'a pas la moitié de ce que les autres ont. Parce qu'on lui dit, non, mais toi, t'es gabonais, donc t'as pas la prime soleil, t'as pas la prime moustique. Ah ben non, quand même, surtout pas. Voilà, donc ça fait partie aussi des traitements qui montrent bien, en fait, qu'il y a ce truc aussi du colon qui reste quand même là, en fait, voilà. Et comme je disais dans l'exemple de l'universitaire, c'est pareil dans les grandes boîtes qui s'installent au Gabon, tous les dirigeants qui sont toujours de France, en fait. Depuis des années et des années, il n'y a pas de transfert vraiment de connaissances, en fait. Et ça, c'est très triste. Mais il faut quand même qu'on ait des gouvernements qui s'opposent à ça. Mais bon, comme tu disais, à partir du moment où ils remplissent, en fait, c'est pas leur problème, quoi. C'est pas près d'arriver, d'autant que le colonialisme, c'est d'abord un projet capitaliste. Et donc, ça tient avec le capitalisme. Donc, je ne vois pas pourquoi, soudainement, dans les entreprises, on favoriserait les gens du Gabon. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Et donc, quand on parle de colonialisme, on entend très souvent parler d'appropriation culturelle. C'est quoi exactement la différence entre s'inspirer d'une culture et l'appropriation culturelle ? Alors, c'est très marrant que vous me posiez la question. En fait, pour tout vous dire, on a posté une vidéo sur notre compte, donc un compte qui avait 1000 abonnés, il y a une semaine, et la vidéo a fait 220 000 vues. Donc, on a eu 700 commentaires, plus des DM de gens qui nous ont demandé pendant 2 semaines. Et du coup, je peux faire des tresses africaines ou pas ? Donc, je suis en burn-out de cette question, mais je vais vous répondre quand même, évidemment, parce qu'on n'est pas venu là pour... voilà, donc la camarade qui a fait cette vidéo, elle met 4 piliers à l'appropriation culturelle. Donc, c'est s'inspirer d'une culture qui n'est pas la sienne et capitaliser dessus sans la mentionner, alors qu'il existe un passé de domination coloniale, donc économique, politique et culturelle. Voilà, ça me paraissait simple. Les gens n'ont pas compris. Alors, la définition seule, elle ne suffit pas. Honnêtement, en vrai, si, il y a quand même des gens qui ont bien saisi. On a eu beaucoup de visibilité grâce à cette vidéo, beaucoup d'abonnés, c'est très bien. Mais c'est vrai que ces 4 piliers-là, ils ont du mal à être respectés parce que souvent, la question de l'appropriation culturelle, elle est traitée vraiment par un biais extrêmement libéral et extrêmement individualiste. Comme a fait SOS Racisme pendant des années, aller chercher qui a fait la faute raciste, qui a fait le faux pas raciste, qui a dit le mot qu'il fallait pas, qui a fait de l'appropriation culturelle. Alors que, fondamentalement, ça n'est pas ça, et que quand on dénonce l'appropriation culturelle, on dénonce vraiment un système de la destruction des cultures chez les autochtones, pour ensuite objectifier, transformer en biens de consommation des cultures qui étaient beaucoup plus significatives que ça, finalement. Et... donc, comme les gens n'ont pas forcément... il y a certaines personnes qui ont posé des questions extrêmement pertinentes. Là, je caricature parce que je sors de 2 semaines de trop plein de questions bêtes, quoi. Mais en gros, il y a vraiment des gens qui se posaient sincèrement la question de, oui, mais qu'est-ce que ça fait, finalement, l'appropriation culturelle ? Et donc, j'ai traité un cas d'école de l'appropriation culturelle. Et en fait, il y a des éléments culturels
qui viennent de croyances, par exemple le vaudou. Enfin, moi j'ai traité de la question du zombie, en fait, l'appropriation culturelle du zombie dans le cinéma occidental, dominant, hollywoodien, tout ce que vous voulez. Et en fait, le vaudou, à la base, ça peut aussi représenter une certaine résistance à la suprématie blanche et à l'évangélisation, parce que non, c'est notre culture, c'est notre croyance, et on ne la lâchera pas, même si vous voulez qu'on adopte le christianisme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus dans les films, d'abord, Romero arrive avec sa Nuit des morts vivants en 1968, il ne dit pas directement que ce sont des zombies, mais il reprend quand même un petit peu le principe. Et ensuite, finalement, si c'était quand même des zombies, puisqu'il nomme son suivant film zombie. Après, il y a toute une mode des zombies qui enlève vraiment cette notion du vaudou, cette notion raciale, cette notion de résistance à l'évangélisation, à la civilisation, etc. Et puis ensuite arrive The Walking Dead, et là, c'est la fin. Là, tout est fini. Là, on est carrément chez les survivalistes. Là, on se défend à l'arme à feu. Là, on est dirigé par un flic. Là, c'est n'importe quoi. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que le vaudou, qui était un petit peu quand même une religion de la résistance à la suprématie blanche, devient la suprématie blanche. Et c'est ça, en fait, le risque de l'appropriation culturelle, c'est que s'il existe un rapport de domination entre des cultures et qu'une culture dominante se réapproprie un élément de la culture minorisée, ça perd son sens. Ça perd simplement son sens. Ça n'a plus de sens, en fait, aujourd'hui. Et moi, je kiffe The Walking Dead, il n'y a pas de souci, mais ça n'a plus de sens. Tout à fait. Et moi, je pense aussi que c'est... En fait, le problème et les questions des gens là qui viennent en rafale, pour moi, ceci lié vraiment au capitalisme. C'est-à-dire que on est tellement empêtré dedans que les gens vont d'abord voir, mais en quoi ça pose un problème, puisque c'est juste quelqu'un qui prend une idée, vous pourrez faire pareil. Donc, déjà, ils vont mettre de côté le fait qu'on démarre par de la même chose, que toi, en fait, tu viens déjà avec des avantages, tu vas utiliser quelque chose, tu vas te faire plein d'argent. La communauté d'origine, déjà, à la base, bon, elle est mise de côté. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que cet élément, il sera soluble dans le capitalisme, il sera soluble dans la culture, et en général, il va être, comme tu l'as démontré, repris par la culture dominante. Donc, il y a aussi un phénomène d'invisibilisation en fait, qui va en fait en suivre. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, nous, quand on parlait de l'appropriation culturelle, donc ma camarade a d'abord bien précisé que c'était pas un état, que c'était vraiment un processus. Et par exemple, un élément culturel comme les tresses africaines, c'est pas encore vraiment approprié, puisqu'on parle encore de tresses africaines, même si dans d'autres pays on parle de tresses françaises. Allez savoir pourquoi. Parce qu'on l'a colonisé et que maintenant c'est des tresses françaises. Mais nous, on sait encore que c'est des tresses africaines entre gros guillemets, parce que même l'appellation tresse africaine, il fallait bien que ce soit des Européens qui l'inventent, quoi. Et en fait, c'est vraiment un processus, parce que par exemple, une discipline comme le yoga, on se souvient quand même que c'est pas totalement européen, mais ça reste un truc de bourgeoise, voilà. Parce qu'en plus c'est genré. Et alors que le zombie, plus personne ne s'en souvient. Et en plus, ce qui est assez marrant quand même avec le vaudou, c'est que c'est pas vraiment une religion précolombienne, c'est vraiment quelque chose qui est né justement de la colonisation, de l'esclavage, parce qu'on a déporté des peuples qui n'avaient pas les mêmes croyances en fait. Enfin, c'est évident, c'est pas parce qu'ils se ressemblent vaguement qu'ils croient la même chose. Mais en fait, quand vous les mettez tous sur une plantation, il y a un moment où ils vont essayer de se retrouver autour de quelque chose. Donc c'est ça le vaudou. Et donc ça a ce sens-là. Donc le voir dans un film ou le voir dans des productions audiovisuelles qui sont fondamentalement occidentales et violemment occidentales, parce que quand je parle de survivalisme, c'est quand même, donc je vais expliquer quand même un peu ce que c'est, mais c'est vraiment ce truc d'essayer de survivre après la guerre civile, après un potentiel effondrement, etc. Et la violence raciste des survivalistes, elle n'est plus à démontrer, quoi. C'est vraiment des gens qui pensent qu'après l'effondrement, il y aura la guerre de tous contre tous, mais, et surtout, la guerre des Blancs contre les non-Blancs, cette guerre peut d'ailleurs elle-même causer l'effondrement. Donc, voir des zombies là-dedans, ça n'a juste plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et puis, il y a aussi cette partie où il y a des éléments, en fait, qui, lorsqu'ils sont réappropriés, sont dépossédés, en fait, de leur signification et de leur valeur originelle. Par exemple, le vaudou, les lombos chez moi, ou le bwiti, ce sont des religions. Mais lorsqu'elles vont être représentées en fait dans des films ou des séries américaines, etc., je pense notamment à Ryan Murphy, en général, ça va être quelque chose de mauvais. Donc déjà, ça rentre en fait dans la tête des gens.
Et ensuite, en fait, les personnes qui les pratiquent, en fait, pour moi, il y a une forme de trahison aussi par rapport à ce qu'elles font. Donc, il y a ce respect-là aussi qu'on perd, même si on peut avoir le débat sur le côté, en fait, de la création de l'artiste, en fait, mais il y a quand même quelque chose, en fait, là, pour moi, qui se tient. Et aussi, je pense que, notamment avec ton exemple, en fait, du yoga, moi, ce qui me fait rire, en fait, c'est que des fois, il y a un faux détournement de stigmate, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des appropriations culturelles, par exemple, comme le yoga ou la méditation en pleine conscience, qui deviennent maintenant des espèces de oui, mais vous comprenez, en fait, c'est pour faire le lien entre les hommes. Nous sommes tous ensemble, une même culture, citoyens du monde. Mais non, quand on va enfant, en fait, c'est vous qui profitez de ça. Voilà, on a des gens, très bien, parcours personnel, tu vas en Inde, tu fais ce que tu veux, tu t'appelais Jeannette Dubois et tu reviens, tu t'appelles Malagashi Yuma. Ok, girl, enfin. T'as 25 000 abonnés comme Thibaut InShape. Ton compte, ton compte avant qu'il est plein. Et là-bas, le ganche, il est tout pourri. Les gens, ils sont en train de crever. Et on n'est même pas sûr que tu leur envoies 2 € par mois. Donc, non, mais voilà. À un moment, soyons sérieux. Non, mais c'est clair, c'est vraiment ça le danger de l'appropriation culturelle. Et même en art, par exemple, ça rend aussi les choses beaucoup plus difficiles. Moi, je l'ai vu beaucoup en musique, notamment, en fait. Par exemple, on a... Bon, Amy Winehouse, par exemple, moi, je ne considère pas ce qu'elle a fait, c'était de l'appropriation culturelle. Mais par exemple, l'appropriation culturelle a créé un modèle où, lorsqu'on a des personnes originelles qui font, en fait, ce qui est de leur tradition, ça devient banal, en fait. Et lorsqu'une personne extérieure, donc, le fait, c'est hyper exceptionnel. Elle a tous les awards, tout l'argent qui va avec. Mais vous allez regarder aujourd'hui, par exemple, en rap. Maintenant, c'est Eminem, les meilleures ventes, c'est le plus grand rappeur au niveau des ventes, des sous, etc. En jazz, c'est pareil. Voilà, c'est... Le jazz, il est approprié, c'est terminé. C'est terminé. Moi, j'adore Adele. Elle chante. Mais Rolling in the Deep, si Jennifer Hudson avait chanté ça, on aurait dit non, mais ça, c'est une chanteuse noire. C'est bon, elle a la voix. Adele a fait ça. Bon, après, elle écrit très bien, Adele. Voilà. Non, mais ces textes sont excellents. Mais voilà, donc il y a cet effet aussi de la personne extérieure, quand elle se réapproprie, tout de suite, c'est original. Et ce que je trouve quand même fort, c'est qu'il y a tout un écosystème qui se fait autour, par exemple, des écritures blanches, par exemple, en musique, qui se solidifient. Alors qu'en face, les écritures noires, même si elles existent aussi, ben, elles n'ont pas en fait cette même propension aussi à se développer, à générer aussi autant de profits pour les communautés en fait. Et c'est en ça que je trouve quand même qu'il faut remercier certains artistes, par exemple comme Peter Gabriel ou Dolly Parton, quand ils font en fait de l'appropriation culturelle. Par exemple, Peter Gabriel, lui, il s'inspirait beaucoup en fait des rythmes, par exemple, subsahariens, notamment de l'Afrique du Sud, des Zoulous, etc. Ben, lui, il reverse en fait. Il n'hésite pas à ramener en fait des artistes congolais dans ses concerts. Il dit bien ça vient de là, etc. C'est que le contraire, par exemple, de Paul Simon, avec son album Graceland, qui a eu un Grammy en 87. On a crié au génie. Et après, on s'est rendu compte, mais en fait, il avait fait le même procédé que Peter Gabriel, mais sans reverser les sous, en fait, aux gens, quoi. Donc, il y a des injustices aussi comme ça, mais que comme ça vient du côté de l'art, on ne se rend pas compte que c'est vraiment de l'appropriation, en fait. En vrai, nous, dans notre définition de l'appropriation culturelle, on a vraiment gardé le truc de ne pas mentionner la culture d'origine, même si la mentionner ne suffit pas, hein, selon moi. Et pour Amy Winehouse, on pourrait se poser la question. Mais moi, par exemple, j'ai pas vu le biopic sur Amy Winehouse. J'écoute vite fait 2-3 chansons. Mais par contre, j'ai vu le biopic sur Elvis Presley. Et en fait, ce qu'on peut dire quand même de ces appropriations culturelles, c'est que en fait, Elvis Presley, il chante de la musique qui était considérée à l'époque comme de la musique, je mets des guillemets, de nègre. Et en fait, les personnes qui chantaient ça n'auraient jamais eu accès à la gloire d'Elvis Presley, mais lui a eu accès parce qu'on s'est dit mais lui on peut le faire jouer partout, il n'y a pas de problème de ségrégation, il n'y aura pas de problème d'indécence, même si
ça a été le cas, hein, on lui a reproché de danser comme un nègre. Hein. Et il y a vraiment des politiciens qui se sont dit ouais, je vais faire un truc contre ça. Donc voilà. Et en fait, il y a un moment donné où il y a le plafond de verre pour les personnes racisées, pour les personnes dont c'est vraiment la culture, alors que les personnes qui s'inspirent, entre guillemets, parce que moi, dans la question, je voyais aussi ce truc où les gens, ils aiment bien faire le jeu de mots de c'est quoi la différence entre l'appropriation culturelle et l'appréciation? Alors, oui, tu peux apprécier et t'approprier. Hein, franchement, moi, quand je m'approprie les vêtements de mes sœurs, c'est en général des vêtements que j'apprécie. Voilà. Et en fait, genre, si tu ne mentionnes pas la culture et que tu en tires plus de bénéfices que les personnes dont c'est l'origine, on va dire, bah oui, ça peut être de l'appropriation culturelle, même si c'est de l'appréciation culturelle. Tout à quoi. fait. Mais ça, on le voit notamment beaucoup en musique aux États-Unis. Il y a un magazine, je crois que c'était Rock and Folk, en fait, qui avait fait une fresque de tous les genres musicaux, en fait, aux États-Unis. Donc, ils sont partis, comme tu as dit, Elvis Presley, le rock fusion, etc. Et notamment, on a vu, en fait, que une grosse partie, en fait, venait de création d'Afro-Américains. Mais à chaque fois, il y avait ce plafond de verre. Il fallait qu'un artiste, en fait, blanc, prenne cette musique, rende populaire. Les blancs, en fait, se l'appropriaient. Et puis, progressivement, en fait, les noirs étaient exclus du genre. Et à chaque fois, ils devaient recréer un nouveau genre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment triste, quoi. Et puis, comme tu disais aussi, par exemple, on peut apprécier une culture des États-Unis, par exemple. Personne ne va jamais se l'approprier en disant c'est nous qui l'avons inventé. On fait toujours ça sur des pays qu'on a colonisés. Parce que c'est vraiment. En fait, il y a vraiment un truc de pouvoir entre les deux. Personne ne nous croirait. Si on venait et qu'on disait c'est moi qui ai inventé ce truc qui est né aux États-Unis d'une communauté blanche, bah personne ne nous croirait parce que tout le monde respecte ça, tout le monde est allé voir l'histoire de ça. Et il y a aussi beaucoup d'appropriations culturelles qui se sont faites sur juste le mépris de on s'en fout d'où ça vient. Nous, on est content que ce soit un blanc là qui chante. Voilà. Et c'est hyper difficile parce que, comme dans l'invisibilisation, par exemple, des femmes dans tout ce qui concerne en fait les inventions, ben avec l'appropriation culturelle, notamment en musique, il faut avoir de l'archivistique, avoir des données pour prouver que, par exemple, c'était Rosetta Tarp, Little Richard, qui était à l'origine en fait du rock. Mais s'il n'y a pas de trace de tout ça, comment on fait en fait? On va nous lancer parce que maintenant sur les réseaux sociaux c'est un peu devenu mais il se croit au Wakandaland, mais le Wakandaland ça n'existe pas. Je sais pas si tu es déjà tombé sur non, ce genre. Non, je suis pas encore tombé sur Moi, ce je genre suis tombé sur ça. Genre en gros ça veut dire quand un noir se fait ses films dans sa tête que vous avez inventé en fait non hein, c'est pas le Wakanda ici. Voilà, c'est un peu le truc. Ah oui, on a eu pas mal de commentaires comme ça qui nous disaient vous croyez que vous avez tout inventé et moi ça m'a fait rire parce que il y a beaucoup de gens qui commentaient vous croyez que vous avez inventé les tresses? Et j'étais en mode qu'est-ce que tu comprends pas dans l'expression tresse africaine? C'est donc il y a des tresses et des tresses africaines. Je n'ai pas inventé les tresses. Par contre, les Africains ont inventé les tresses africaines. Ils aiment bien dire que les Vikings avaient des tresses, mais pas des tresses africaines. Mais alors, moi, ce que je trouve très drôle, c'est que si vous faites des tresses africaines à des blancs, leurs cheveux tombent. Donc ça m'étonnerait que les Vikings aient inventé des trucs qui consistaient à faire tomber leurs cheveux. Et oui, les Vikings avaient des tresses, mais pas comme ça. Et c'est pour ça que les Européens, en voyant les tresses africaines, se sont dit tiens, c'est des tresses. Mais c'est pas comme nous. Et c'est pour ça que je dis que parfois les gens qui ont colonisé sont débiles. Parce qu'ils font tout pour effacer leur histoire. Sauf qu'un jour, ils l'oublient vraiment, en fait. Mais bien sûr. Mais moi, ça me fait penser... on peut pas parler de tout ça sans le nom de Voldemort, Trump, donc avec son programme actuel qui efface un peu tout. Voilà, tout ce qui concerne les minorités ethniques, les racisés, les femmes, etc. Et donc là, en fait, dans les documents, notamment d'une des banques d'images ils ont effacé tout ce qui concernait donc le bombardement à Hiroshima parce que, en fait, l'élément qui avait fait le bombardement s'appelait Enola Gay. Et que donc, gay, il faut pas, voyons. Ah mais oui, parce qu'en fait, ils ont fait une liste des mots qu'il ne fallait plus utiliser, sauf que Voilà. c'est stupide parce qu'il y a des mots qui ont plusieurs sens et il y a des mots qui ne sont pas utilisés. Ah, c'est complètement débile. Non, c'est affreux. Sachant que le mot gay, c'est une création du mouvement homosexuel de s'appeler les gays. Donc il y a beaucoup d'autres mots qui vont... ça n'a pas de sens. Et du coup, on a compris un petit peu l'histoire de tout ça. Et aujourd'hui, dans un quotidien de personnes racisées en France, comment ça se manifeste du coup? Donc, accès au logement, à l'éducation, à l'emploi, c'est quoi les difficultés auxquelles les personnes racisées en France font face?
C'est vraiment toutes les discriminations raciales. Ouais. Moi, je dirais que ça commence à l'école, particulièrement pour les garçons, où il y a vraiment cette idée d'avoir. Moi, j'ai travaillé dans une école quand j'étais en service civique, et il y avait des maîtresses qui considéraient vraiment leurs garçons racisés comme des sauvages, hein. Et parce qu'ils habitaient à tel endroit, parce qu'ils étaient racisés, considéraient beaucoup que les parents sont des incapables, que eux aussi sont à éduquer. Et ça commence là. Et après, je veux dire, à partir du moment où on prend un mauvais départ à l'école, ça va être des boulots de merde, ça va être pas de logement. Enfin, voilà quoi. Et encore, on ne parle pas des préjudices et des discriminations qui sont invisibles. Parce que, par exemple, quand on cherche un logement et qu'on envoie un dossier ou on cherche un boulot, on ne sait pas forcément qu'on a été recalé parce qu'il y a ces raisons-là. Après, il y a des discriminations qui sont vraiment évidentes et qui viennent aussi de tout le processus en fait de racisme et de colonisation. Moi, par exemple, je suis gay, donc dans le milieu LGBT, enfin gay, il y a tout un tas de canons de beauté dans la communication sur les applis de drague aussi. Il y a des codes, voilà. Et en fait, en général, bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, je trouve que ça change avec la nouvelle génération. Mais entre mon arrivée en France, donc en 2003, où moi j'étais, ouh là là, je vais en France, yeah, je vais trouver tous mes potes, yeah, ouh là là, ça va être Ruinbeau, ok. T'arrives 3 mois plus tard, en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, non. Les homos, ils sont français, comme les Français hétéros. Et comme les Français hétéros, ce sont aussi des victimes du roman national. Donc, ils ont hérité aussi des tares du reste de la population. Alors, tu arrives, tu t'inscris sur une appli, sur un site. Lorsque tu étais noir, tu étais censé être musclé, actif, avoir un pénis d'au moins 20 centimètres. C'était ça en fait. Donc tout ça, c'était un héritage aussi du racisme. Et quand tu fais des recherches, tu te rends compte que mais les 20 centimètres, c'est pas un stigmate en fait positif. Non, parce que c'était vu comme les hommes noirs qui avaient ces pénis de cette taille à l'époque, c'était des bêtes. Le beau pénis, c'était le pénis de taille moyenne ou un peu plus petit, du blanc comme on le voit sur les statues Qui de sait se David. maîtriser. Voilà, donc c'est ça. J'ai fait du latin. Et moi, quand j'arrive comme ça, j'ai 18 ans, je vois ça et qu'on me réduit toujours à ce genre de truc, mais c'est hyper choquant en fait. Et surtout, tu fais l'amour avec quelqu'un, alors que moi je suis très doué, etc. On te dit, oh, tu peux pas être un peu plus sauvage là? T'as pas des amis qui ont un peu de drogue, tout ça? Après, la blanchité dans la communauté LGBT, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, que ce soit les représentations des personnes LGBT ou les personnes LGBT elles-mêmes, c'est très très difficile. Genre, il y a même un stade où, en fait, quand tu es racisé, tu ne passes pas pour une personne LGBT. Moi, le nombre de coming out que j'ai fait dans la communauté LGBT, c'est aberrant, hein. Donc, avec des gens, en général, quand tu es à l'anniversaire d'une meuf trans ultra déter, a priori, t'es plutôt LGBT. Mm. Moi, j'ai vraiment eu une discussion avec une meuf où je lui ai dit plusieurs fois que je n'aimais pas les hommes. Et elle me dit, mais du coup, t'es bi ou t'es pan? Mais tu comprends pas quoi dans la phrase, j'aime pas les hommes. C'est bizarre quand même de pas comprendre un truc pareil. Et en fait, il y a vraiment ce truc de. On considère que les personnes racisées sont aussi beaucoup plus arriérées sur ces Oui, questions-là. tout à fait, tout à fait. Et ça, en fait, c'est aussi. Donc moi, à Toulouse, je ne vais pas les nommer, j'ai été dans des associations aussi LGBT que je trouvais un peu problématiques. Parce qu'en fait, quand tu arrives, donc, moi, je suis de formation, je suis assistant d'édition, en fait. Et je travaillais dans des maisons d'édition qui étaient spécialisées en sciences humaines et sociales. Et j'ai aussi travaillé à IAG, qui était le concurrent de TETU, qui était plutôt engagé, etc. Tout ça à Paris, à Nice Matin. Donc, bon, j'ai accès à une certaine culture, je peux produire certains types de documents. En fait, quand tu arrives et que tu proposes des projets, on te voit un peu, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais non. Déjà, bon, tu parles bien, toi. Voilà. Il a des idées, mais il faut pas trop avoir des idées quand même. Et donc, je faisais partie d'une asso qui, chaque année, propose en fait des choses à Toulouse. Et à chaque fois, la représentation en fait sur les affiches et sur les flyers, bien sûr, il y avait une diversité en fait dans le type de gens représentés. Donc, ça pouvait être une femme lesbienne, un homme homo, une femme trans, mais c'était à chaque fois des personnes blanches.
en réunion de la 16e édition de ce festival, je dis, bon, moi je suis noir, mais est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, pour la prochaine édition, avoir une personne, je sais pas, asiatique ou indienne ou arabe. En plus, j'avais insisté sur asiatique ou indien parce que je trouve que les arabes et les noirs, quand même, on nous voit un peu, mais les asiatiques et les indiens, encore moins. On m'a répondu, hein, mais comment tu peux dire ça 2 ans avant, on a eu de la diversité, c'était une femme, c'était une italienne. Que voulez-vous répondre à ça? Les Italiens. Que voulez-vous répondre à ça? Alors, Donc voilà. bah c'est vrai, il y a de la diversité alors. Qu'est-ce que C'était tu dis? super. Il y avait une italienne. Heureusement, l'année qui a suivi, ils ont mis en fait une personne racisée d'origine arabe. Du coup, donc là, c'est. Non, mais tant mieux, mais bon, il a fallu quand même le dire. Moi, ça Voilà. me fera toujours Et rire. après, il y a ce truc où en fait, l'association veut une inclusivité, donc là, dans la représentation de ce qu'elle offre au public, mais les décisions doivent être prises en fait par les personnes blanches. Oui. Donc c'est comme si en fait votre consultation, elle est plus d'un ordre moral, se dire je les ai quand même consultés. Même si C'est de la pas- tokenisation, Voilà, quoi. même si- c'est ça. Tu peux définir? Bah, c'est vraiment ça, c'est Enfin, j'ai pas une définition précise, mais en gros, c'est vraiment le fait de mettre en avant une diversité qui existerait et qu'au final, la structure n'est pas prévue pour accueillir les personnes qu'on met en avant. Enfin, typiquement, l'exemple tout bête, mais si vous mettez, par exemple, j'organise une super soirée, vous mettez pour afficher, enfin, en affiche une personne en fauteuil roulant et qu'en fait, il faut monter 30 marches pour aller à votre soirée, bah, c'est de la tokenisation, quoi. Parce que vous n'avez pas prévu. Vous n'avez pas prévu la structure en fonction des personnes que vous voulez attirer, quoi. Et c'est ce qui est vraiment dommage parce que le projet de cet asso, elle est extraordinaire. Tout est présenté, inclusivité, etc. Tout ça. Mais en fait, dans les faits, voilà. C'est triste. Et est-ce qu'on fait toujours un truc dans tous les podcasts, c'est on demande aux invités 3 remarques ou 3 questions qu'ils ou elles ont marre d'entendre. On les traite en 2 secondes, on dit juste voilà, ça c'est les phrases, on veut plus les entendre, on les a eues 15 fois, on n'en veut plus. Est-ce que vous avez des exemples, des idées? Bah, nous, on fait de la vulgarisation, donc malheureusement, quand les gens posent des questions, on répond. Je devrais changer de groupe. Mais en vrai, j'en ai marre qu'on me pose des questions par rapport au racisme anti-blanc. Parce que genre c'est comme si en fait on combat des discriminations qui sont très réelles, qui sont très concrètes, et c'est comme si on n'était jamais aussi intéressant que quand on parlait des blancs, quoi. Donc ça me cave. Moi, j'ai marre d'entendre. Mais t'es sûr que. Mais peut-être que. Ouais, c'est un peu dans le prolongement pour moi, ou similaire à ce que les femmes disent lorsqu'elles ont lancé le mouvement MeToo. Écouter en fait les gens lorsqu'ils parlent de ça. En général, quand tu parles d'une expérience raciste ou discriminatoire que tu as eue en face d'une personne blanche, moi j'ai souvent l'impression qu'au lieu de t'écouter, c'est ton ami ou juste t'entendre même sans rien dire, c'est comme si elle se sentait jugée ou que tu la reliais à ça et du coup on va faire genre oh, mais peut-être qu'en fait, il y avait... Mais tu es sûr que... Mais non, je t'explique ça. Et si tu fais l'équivalent, par exemple, la personne va te raconter une histoire similaire qu'elle a vécue. Toi, tu vas pas remettre sa parole en cause, quoi. Donc, il y a ça qui... Moi, vraiment, c'est... Surtout, ça montre où va sa solidarité. On raconte une expérience de racisme et que tout de suite, la personne prend la défense de l'agresseur, ça montre où va la solidarité, et puis c'est tout. Et du coup, on va passer sur des questions un peu plus de... Alors débat, c'est pas débat, mais plus de réflexion un peu plus profonde. On avait une première question, c'est la blackface. Donc en quoi la blackface elle perpétue les stéréotypes raciaux encore aujourd'hui? Ça tombe bien. J'ai travaillé sur la blackface il y a pas longtemps. Et souvent, quand il y a des blackface qui sont faites, les gens disent « Oh, mais ça va, c'est pour rire !» Et oui, c'est fait pour ça. La blackface, elle a été vraiment créée pour ça. C'est-à-dire que c'est une invention du 19e siècle. Enfin, non, en fait, aux États-Unis, en tout cas, c'est une invention du 19e siècle. Donc, avant la guerre de sécession,
où en fait pendant des spectacles, des minstrel shows, donc je le dis avec un horrible accent anglais, mais en gros ça vient de ménestrel en français, donc minstrel show, donc il y a des spectacles en vrai pour la populace, donc vraiment de divertissement populaire avec des danses, des chants et tout, à but comique, et dans ces divertissements, des blackface, donc c'est-à-dire des blancs qui se peignent en noir pour imiter les Afro-Américains. Donc c'est imitation d'accent, imitation de la couleur de peau, mais de manière caricaturale, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont vraiment prendre le temps d'imiter la peau et tout, non, juste ils se peignent en noir, parfois au charbon, parfois de manière très caricaturale, quoi. Et en fait, le but c'est de représenter des personnages stupides, illettrés, alcooliques, brutaux, obsédés par le sexe, très lubriques, très souples, qui sautent partout, et notamment un personnage très 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 connu de blackface qui s'appelle Jim Crow. Jim Crow, c'est une manière très péjorative de désigner les Afro-Américains à l'époque, d'où les Jim Crow Laws plus tard. Et en fait, la blackface, elle est un spectacle comique pour humilier les personnes afro-américaines. En France, ça existe aussi. On s'est peint le visage pour imiter des pauvres depuis le Moyen-Âge, mais à la Renaissance, donc à l'époque où on commence la colonisation, c'est plus spécifiquement pour imiter les Noirs. Et donc là, pareil, on les décrit comme des personnes souvent très bêtes, avec des caractéristiques physiques démesurées, et ça spécifiquement pour se moquer des Noirs. Mais des gens qui mettent des accents, qui se peignent le visage, qui portent des afros, qui ont un gros nez, c'est des clowns aussi. Les clowns, c'est aussi pas tous, mais c'est aussi des héritages de la blackface. Et au XXe siècle, on a eu le clown Chocolat. Il y a eu un film sur Chocolat, avec Omar Sy, joué par Omar Sy, exactement. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, un clown noir et tout. Mais en fait, non. En fait, c'est vraiment le but de ce personnage de clown, à côté du clown Auguste, qui lui, c'est le clown blanc, donc le clown plutôt intelligent, plutôt raisonnable et tout, qui est accompagné de son acolyte stupide, illettré, qu'il faut éduquer et tout, qui est donc ce personnage noir. Et on a gardé aujourd'hui l'afro, les grosses lèvres et le nez rouge du clown. Et moi, je me suis dit à la fin, mais pourquoi ils ont un afro, les clowns? Et en fait, c'est vraiment parti de ça, quand je me dis, mais pourquoi ils ont un afro, les clowns? Et bien, c'est parce que c'est vraiment des blackface. Et donc aujourd'hui, quand on dit, mais c'est juste une blague, bah oui, c'est juste une blague. Je sais, j'ai pas capté, mais maintenant que tu le dis, ça, en fait, tout concorde, c'est fou de se dire que les clowns, c'est complètement ça. Le rouge, l'afro, etc. C'est juste une blague, mais c'est une blague au détriment d'eux, et on rit sans. Voilà. Et pour moi, oui, c'est toujours en fait de la moquerie, surtout que la blackface, en fait, de temps en temps, c'est Leonora Miano, je crois, qui avait dit que la classe n'efface pas la race, en fait. Elle sert de temps en temps la blackface à remettre à leur place, en fait. Exactement. Les Noirs qui ont réussi socialement, en fait, de façon symbolique. Notamment, je pense à Lewis Hamilton, qui aujourd'hui, en fait, le pilote de Formule 1, qui a le plus de titres, le plus de pôles, en fait, tous les records, ou presque, il les a. Donc, accompagné aussi de Michael Schumacher. Et lui, en fait, en Espagne, donc, il est en train de battre le pilote espagnol préféré donc, de la nation. Et en fait, dans le public, il y avait toute une partie du public qui était en blackface, en fait. Mais les journaux, en fait, n'ont pas dénoncé ça. C'était vraiment pour le remettre à sa place. C'est pareil comme Serena Williams, en fait, quand elle s'est insurgée lors d'une de ses finales où elle avait perdu parce que l'arbitre, en fait, Ramos, avait mal jugé un point. Il y a des journaux australiens, en fait, qui l'ont dessiné en mode blackface. Il y a ce truc, en fait, de « Ok, tu penses que tu as réussi, mais en fait, pour nous, tu restes en fait. » D'où la blackface du Palma Show sur Maître Gims, d'où la blackface de Jimmy Fallon sur Michael Jackson, d'où en fait toutes ces blackface qui représentent, ou Griezmann sur, je sais pas s'il imitait vraiment quelqu'un, mais enfin il avait fait un joueur de basket. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, il y a aussi cette volonté d'humilier les Noirs, mais pour les Blancs. C'est-à-dire que la blackface, c'est aussi assez complexe quand ce sont des personnes racisées qui le font. Mais ça existe. Et même à l'époque, même après la guerre de sécession plutôt, voilà, mais il y avait déjà des Noirs qui faisaient des blackface, parce que ce qu'on recherche, c'est une image caricaturale. Donc, on peut se dire, mais pourquoi se peindre le visage en noir quand on est déjà noir? Mais parce que, en fait, le noir qu'on recherche, moi par exemple, je suis pas noire vraiment. Donc, pour correspondre à l'idée qu'on se fait de la personne noire, il aurait fallu que je sois plus noire avec des lèvres plus rouges. Bon, là, c'est déjà le cas. Mais voilà. Et
moi j'avais fait une vidéo aussi une fois sur la pub là, horrible là, de céréales faite par Issa Doumbia là, où il se déguise en femme noire, il a son accent, sa tenue traditionnelle et tout. Et ben ça, on peut considérer que c'est de la blackface. Donc il s'est pas peint le visage, mais il y a cette tenue traditionnelle, cet accent qui est imité pour humilier les noirs, moins civilisés que lui, moins intégrés que lui, moins assimilés que lui, et faire rire les blancs. Parce qu'honnêtement, enfin, ça fait rire quel noir, ça. Franchement, enfin, même vaguement politisé, c'est pas très drôle. Hein. Et vu que c'est avec en fait la participation et le consentement d'un noir, il y a l'excuse de non, mais il nous a donné son consentement, donc on rit ensemble. Donc vous voyez que vous en faites des caisses. Donc ouais, il y a ça. Je pense qu'effectivement, il y a des gens peut-être comme Griezmann qui ont fait des blackface. Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Enfin, je pense qu'il savait qu'il était possible que ça fasse une polémique parce que des blackface toutes les 3 semaines, il y en a une. À un moment, tu peux pas dire que tu vois pas les news, quoi. Il y en a qui sont ignorants, mais ouais, ça reste quand même un Disons truc que ça dénigrant. s'inscrit vraiment dans un système et dans une pratique quasiment ancestrale, on va dire. Et donc du coup, ben, c'est un peu difficile tout seul de le remettre en question. Je pense pas que Griezmann soit une personne extrêmement politisée. Mais c'est aussi ce que faisait, comment il s'appelle là déjà, le membre des Inconnus qui était raciste, je sais plus comment il s'appelle. Pascal Légitimus, ouais. qui faisait aussi des blackface avec ses amis, enfin ses collègues, pour imiter des infirmières. Donc en plus en se mettant des coussins pour paraître plus gros. Donc vraiment avec, voilà. donc vraiment avec tout ce que ça charrie. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai qu'on parle souvent de blackface sur des hommes qui imitent d'autres hommes, mais il y a aussi la blackface sur des hommes qui imitent des femmes, donc avec cette idée que les femmes noires ne sont pas féminines, qu'elles ressemblent à des hommes, qu'elles peuvent donc être incarnées par des hommes, et aussi avec cette idée que la femme noire, ça va être une mama, donc qui parle le petit nerf, comme on dit, c'est-à-dire moi aller chercher nourriture pour enfants, voilà, et qui est très grosse, qui a des pulsions sexuelles extrêmement démesurées, etc. Mais c'est vrai que c'est plus des hommes en général qu'on fait, mais voilà. Tout à fait. Donc c'est pas une question individuelle, c'est pas une personne qui a fait une blackface, c'est plus remettre en question que ça, il faut arrêter de le faire. C'est pas parce que l'intention était pas méchante, etc. C'est ce principe-là. De toute façon, de manière générale, le racisme, c'est pas une faute morale, c'est-à-dire que c'est pas la moralité de la personne qu'on interroge, c'est plutôt mais quel système te permet de faire ça et pourquoi en fait, qu'est-ce que ça sert comme volonté. Il y a souvent cette volonté d'habiter un corps qui n'est pas le nôtre, de se dire tiens, si j'essayais d'être noir et tout, de s'approprier aussi. Bon, en plus, ce qui est marrant, c'est que ça va souvent avec l'appropriation culturelle. Donc c'est... Ouais. Et après, je pense, bon là, tu viens de parler du côté donc, des personnes non noires qui font ça, mais du côté des noirs, je pense qu'il y a aussi peut-être un sentiment de self-défense en fait, ou de préservation, dans le sens de peut-être que si j'agis comme ça, je serais moi-même moins sujet en fait et plus intégré, voilà. Bien sûr, c'est vraiment une idée de se distinguer des autres. C'est-à-dire, vous voyez bien que moi, je ne suis pas ce sauvage-là. Sauf que ça se retrouve toujours finalement un peu contre soi. Quoi. Puisque de toute façon, on se moque donc du symbole et de toi aussi en fait. Comme les femmes qui ne sont pas féministes, ou en fait, dans toutes les luttes, on retrouve toujours des personnes qui sont discriminées, qui vont, pour s'en sortir, être avec les personnes discriminantes. Comment les concepts de race, de classe et de genre se relient dans les luttes décoloniales ? Eh ben, nous, c'est ce qu'on recoupe sous le terme d'intersectionnalité, donc qui est un terme de Kimberlé Crenshaw qui vient de l'afroféminisme, donc. Et en fait, nous, on a remarqué dans les milieux militants que le terme intersectionnalité avait tendance à être beaucoup utilisé pour tout et rien, et qu'il était extrêmement dévoyé. Et donc, nous, on a voulu vraiment remettre un point d'honneur à ce que c'était que l'intersectionnalité. Donc, l'intersectionnalité, ce n'est pas faire une liste de toutes les discriminations qui existent et dire « Ok, moi, je me bats contre tout ça ». Moi, je me bats juste contre l'homophobie, la discrimination faite sur le genre et sur la race, on va dire, au sein de mon militantisme.
en tant que personne, j'essaie de me battre contre tout. Et je suis déjà en burn-out. Donc je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez vous battre contre tout en même temps. Ça veut dire que forcément vous allez faire des tris. Et en plus, souvent, les personnes qui se prétendent se battre contre tout, c'est des personnes qui sont ultra privilégiées au final. Et qui, du coup, ont un regard souvent moral sur les choses. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai quitté, j'ai pas quitté définitivement, mais je me suis éloignée de certains collectifs féministes blancs. C'est qu'en fait, la question raciale devient vraiment très vite une question individualiste et morale. Et on ne traite pas vraiment des problèmes en fond, quoi. Et donc l'intersectionnalité, c'est vraiment le fait d'articuler les discriminations dont on est victime. Donc en ce qui me concerne, je dirais le racisme, l'homophobie, plus précisément la lesbophobie et le sexisme. Et c'est déjà bien. Mais c'est aussi voir comment les discriminations, elles se renforcent entre elles. Le fait d'être femme et racisée, le fait d'être noir et queer, c'est des choses qui produisent une discrimination nouvelle. Oui, moi aussi, donc je me considère comme intersectionnel, puisque je suis noir, gay, et en plus je suis overweight, donc il y a la grossophobie qui se rajoute aussi. Donc effectivement, je suis d'accord avec Salomé lorsqu'elle dit qu'il y a, quand on est dans des collectifs blancs, en fait, il y a une sorte de privilège à faire certaines luttes qui ne se rendent, dont ces personnes-là ne se rendent pas compte, ou en tout cas de se prévaloir de certaines luttes qu'ils ne peuvent pas forcément comprendre. Et des fois, en fait, on se retrouve même relégué donc au banc du mouvement, comme si, en fait, les gens ne comprenaient pas que les tenants et les aboutissants, en fait, de nos situations, qu'elles soient individuelles ou en termes de groupe, en fait, n'étaient pas forcément les mêmes. Moi, j'ai souvent entendu, mais oui, mais là, on se bat, en fait, pour tous les gays, donc il y aura une sorte de une forme de ruissellement sur toi aussi. Mais non, en fait, vous voyez bien, je vous ai déjà expliqué que même dans la communauté homosexuelle entre hommes, il y a des spécificités que moi je vis en termes de préjudice que vous ne connaissez pas. Donc il y a cette chose toujours du déni, et on renie un peu en fait, et à la fin on se retrouve à aller dans des collectifs qui nous sont spécifiques parce que je pense que nos luttes sont quand même nécessaires aussi pour nourrir et faire avancer le mouvement. Donc moi là c'est ça en fait que je trouve très très important. Il faudrait que les gens en fait qui sont dans des subdivisions donc par rapport aux grands méchants hommes blancs hétérosexuels etc. Il y a plus de passerelles entre nous quand même pour qu'on puisse se comprendre quoi. Oui, et surtout, justement, en parlant du grand méchant blanc cisgenre hétérosexuel, il y a Kimberly Crenshaw qui insistait vraiment sur le fait que la domination, elle est vraiment dynamique. C'est-à-dire que en tant que femme, tu vas être discriminée, mais si tu es une blanche, tu vas avoir un privilège et une capacité de domination sur des hommes racisés. Et ces hommes racisés auront une capacité de domination sur les femmes racisées, mais qui auront plus accès dans la société occidentale à des choses que les hommes racisés, parce qu'on préférera toujours avoir dans son entreprise une gentille métisse qu'un vilain noir. Et donc, c'est vraiment dynamique, en fait. Et puis, cette personne, si elle a accès à plus d'années d'études, parce que moins discriminée à l'école, va pouvoir exercer une domination. Enfin, voilà, etc., etc., etc. Faut pas voir ça comme quelque chose de rigide. Mais oui, j'insiste, il y a un grand méchant blanc cisgenre hétérosexuel. En tout cas, merci beaucoup. On a une dernière question qu'on pose souvent à nos invités. C'est pour nos auditeuristes, toutes les personnes qui nous écoutent, en tant que personne privilégiée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on a répondu à certaines choses déjà. Arrêter de remettre tout en question. Essayer d'apprendre un peu plus de la vraie histoire de France. Est-ce que vous avez d'autres conseils, des conseils, des lectures à lire, des gens à écouter ? Je pense quand même que les gens devraient faire l'effort de se documenter. Un minimum quand même, un minimum. Quitte à aller sur des sites d'université qui ont fait des études, parce que ce que tu as dit tout à l'heure sur l'intersectionnalité qui est dynamique, il y a des études qui ont été faites dessus en fait. On le voit en fait que par exemple, à erreur commune dans une entreprise, l'homme blanc par exemple sera moins emmerdé que la femme blanche sera moins emmerdée que l'homme noir sera moins emmerdé que la femme noire, mais la femme noire aura quand même une sanction un peu moins forte que lui parce que on va la voir comme... De toute façon, voilà. on a beaucoup plus cette idée de sanction contre les hommes que contre les femmes. C'est ça.
Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dynamique, parce que dans cet espace de la punition, les hommes seront plus sévèrement attaqués. Mais par exemple, dans le domaine de la violence sexuelle, c'est les femmes qui vont être plus sévèrement attaquées. Oui. Ce que nous disons là, ça ne s'applique pas en fait en termes de personnes racisées à personnes blanches. Hein. Je pense que cet effort-là aussi, même nous-mêmes dans nos communautés, voilà, il y a un effort aussi de pédagogie à faire, de recherche, etc. Mais aussi parce que nos communautés, elles sont pas du tout homogènes. On a été homogénéisés justement par le racisme et la colonisation, mais on prend deux noirs, ils auront pas la même histoire, quoi. Donc En tout cas, merci beaucoup pour tout. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire ou pas? moi, juste comme conseil il y a Bambarifa. Désolée de faire ma pub, hein, mais voilà. Vous pouvez aller sur notre compte Instagram et on essaie de faire un travail de vulgarisation. On essaie que ce soit un peu fun. Et en 3 minutes chrono. Je sais qu'on peut faire un peu plus sur Insta, mais les gens restent pas plus. Donc, donc voilà. Donc c'est BAMBARITFA. Génial, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Yeah.